Dynamique managériale et humaine des pôles de compétitivité. Première leçon et point de vigilance. Ce que je vais vous présenter en quelques mots, c'est en fait les premières observations que nous avons réalisées sur le plan du management et de la gestion des ressources humaines au sein d'un pôle de compétitivité à dimension mondiale, minalogique, puisque c'est à Grenoble que cela se passe. Et ceci est parti dès 2005, donc au moment de la création des pôles. Nous nous sommes dit avec plusieurs collègues que la création de ces pôles allait forcément perturber, j'allais dire, le management et la gestion des ressources humaines des salariés qui participeraient à ces projets intercollaboratifs. Alors, c'est à partir de cela que nous avons invité un certain nombre de directeurs de ressources humaines ou de direction des ressources humaines du pôle à venir échanger avec nous. Et concrètement, eh bien, depuis un an, depuis le démarrage effectif opérationnel d'un certain nombre de projets au sein de Minalogic, nous suivons sur le plan managérial et des ressources humaines ce qui se passe. Alors, bon, ça c'est pas grave, ça vous avez mon nom. L'originalité des pôles de compétitivité, on a déjà donné plusieurs définitions grâce aux interventions précédentes. Ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, je veux dire, tous les acteurs sont rassemblés dans cette ambition de générer de l'innovation industrielle, c'est-à-dire bien sûr des entreprises, bien sûr des centres de recherche, des universités, mais également, on va dire, des administrations et des collectivités territoriales. Et il n'est pas évident, j'allais dire, dans ce cadre-là, avec bien sûr l'appui des collectivités publiques ou des territoriales, donc publiques, il n'est pas évident, effectivement, eh bien, de gérer l'enjeu sur lequel nous voulons pointer. Alors ici, je vous ai mis quelques puces. Retenez que l'idée fondamentale, et la question qui est posée, c'est comment stimuler, motiver les ressources humaines, je veux dire aussi bien sur le plan individuel que collectif, de toutes les personnes qui travaillent au sein d'un pôle de compétitivité, sachant que certaines personnes travaillent au sein de PME et à ce moment-là vont être sous le modèle, par exemple, arbitraire, tel qu'identifié par François Pichot. D'autres personnes ils travaillent dans des grandes entreprises ou appartiennent à des grandes entreprises et à ce moment-là seront sur le modèle individualisant. Et puis enfin, un certain nombre de salariés travaillent au sein d'administrations, d'organisations publiques et seront sur le modèle objectivant. Vous voyez bien que comment réussir à faire travailler des salariés au sein de ces projets alors qu'ils appartiennent à des modes de management des ressources humaines totalement différents. Alors, pour essayer de répondre à cette question, eh bien, nous sommes allés sur le terrain et nous avons suivi et nous suivons deux projets collaboratifs caractéristiques. Notre ambition est de réaliser une photographie tous les ans avec ces acteurs, avec ces directeurs de ressources humaines, pour voir un petit peu quelle est l'évolution. Alors, deux projets caractéristiques. Dans le papier que je vous invite bien sûr à lire le moment venu, on parle d'un projet A. Il s'agit en fait d'un projet qui vise à concevoir un tableau électrique intelligent. Et ce projet, pour vous donner quelques chiffres significatifs, c'est un budget de 20,5 millions d'euros. Il réunit 12 partenaires, précisément 6 grandes entreprises, 3 PME et 3 laboratoires. C'est le projet A. Le projet B, il est plus réduit en nombre de partenaires. Il y a fondamentalement 2 partenaires, une grande entreprise et un centre de recherche publique, et il pèse tout de même 207 millions d'euros, donc ça commence à venir à être assez significatif. Alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit, je veux dire, après plus d'une année de fonctionnement? Il y a à la fois 2 phénomènes qui, j'allais dire, se télescope un petit peu. Une coordination qui se développe, c'est-à-dire que sous la pression soit des salariés eux-mêmes, soit des chefs de projet, on est vraiment au cœur de ces projets, eh bien, il y a une demande en termes de rapports, plus de rapports, de manière à pouvoir accompagner et suivre le développement de ces projets, plus de comptes rendus, plus de leaders de work package, c'est-à-dire que l'on va segmenter le projet en sous-projets et on va effectivement essayer de nommer des leaders de chacun de ces sous-projets. Et puis, au même moment, et assez curieusement, on sent et on ressent une coopération qui tend un peu à s'étioler. C'est-à-dire qu'au début, bien sûr, dans le feu, j'allais dire, de la création de ces pôles, dans le feu de la création de ces projets intercollaboratifs, il y avait un enthousiasme très fort et nous sentons que progressivement, cette coopération qui donnait beaucoup de dynamisme à ces projets
peut avoir tendance un petit peu à descendre, à s'étioler un petit peu. Alors, il faut faire vivre effectivement cette diversité de cultures. Alors parfois, pour donner des exemples très tangibles, vous allez comprendre qu'il s'agit par exemple de salariés d'entreprises privées qui regardent un petit peu le fonctionnement de leurs collègues, on va dire, d'organismes publics, et qui vont parfois être agacés par le respect des horaires, ou en tout cas les horaires auxquels ces personnes, je vais dire, sont soumises. Et puis, on voit bien aussi que si je prends l'organisme public de recherche, il y a une culture de la recherche, une culture de compréhension, une culture d'aller au bout du raisonnement, alors que l'entreprise privée va chercher à obtenir des résultats opérationnels très rapidement, et que, bien entendu, ça va créer un certain nombre d'antagonismes. Alors, donc un manque de processus d'intégration et une plus grande harmonisation des modes de rétribution à rétablir et à établir, on va y venir. Alors, des points de vigilance, eh bien, pour simplifier, face à cette situation que je viens de décrire très brièvement, il y a un certain nombre d'actions de GRH que l'on qualifie de réactifs et qui va consister, par exemple, en réactivité par rapport à la situation que je viens de décrire, à essayer de créer des primes collectives harmonisées. Ce n'est pas aussi évident que cela, primes collectives harmonisées, puisqu'on s'aperçoit que les systèmes sont totalement différents d'une entreprise à une autre et qu'il conviendrait sans doute d'améliorer cela. Deuxième possibilité dans ce qu'on appelle une GRH réactive, c'est d'établir des charges de non-agression, par exemple en matière de recrutement, à l'instar de ce qui s'était passé au sein de l'Alliance à Grenoble, l'Alliance qui réunissait trois grandes entreprises, ST Microelectronics, Motorola et Philips, et qui avait déjà, on va dire, essayé d'établir ce type de document pour éviter des difficultés dans le management des ressources humaines. Et puis des modalités d'évaluation à modifier, puisque là aussi, on est dans un domaine de projet et les salariés n'appartiennent pas forcément aux mêmes entreprises, et cela mérite effectivement, eh bien, je vais dire, de veiller à ces systèmes d'évaluation. Alors, des séquences de cohésion d'équipe à renforcer, ça c'est une demande qui persiste. On s'aperçoit que les managers de ces projets, les salariés eux-mêmes, réclament, je vais dire, davantage de séminaires d'intégration, de socialisation, on va dire d'échanges culturels, de manière à gagner du temps sur leur capacité à coopérer réellement dans ces projets. Et puis, également aussi, on s'aperçoit que dans une démarche proactive, c'est-à-dire de développement d'instruments nouveaux, il convient sans doute de mettre en place une gestion fine des mobilités et des carrières. Grenoble a essayé d'être un peu original en développant l'un des premiers pôles de mobilité régionale, c'est-à-dire où les salariés ont la possibilité d'envisager des parcours de carrière au sein d'entreprises appartenant au pôle avec une structure ad hoc. Juste pour actualiser mon propos, on va rester là, ça sera plus simple en termes de diapo. Ce que je viens d'évoquer concerne, on va dire, la gestion opérationnelle sur le plan du management et de la gestion des ressources humaines au sein de tel ou tel projet à l'intérieur d'un pôle. Ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsque l'on dialogue avec les dirigeants des pôles, on a évoqué précédemment la gouvernance, j'ai rencontré encore tout récemment le grand patron, le délégué général de Minalogic, eh bien, il me disait qu'à son niveau, donc au niveau du pôle de la gouvernance, il y a deux grandes problématiques en matière de management, de gestion des ressources humaines qu'il convient, je veux dire, d'aborder désormais. Et on l'évoquait d'ailleurs ce matin dans l'une des sessions. C'est d'abord la capacité à établir une cartographie des compétences des membres du pôle. Il y a un déficit incontestable en la matière. Et je discutais avec le dirigeant d'une entreprise américaine de la place de Grenoble qui participe au pôle. Il me disait, l'un des principaux acquis des premiers mois de développement du pôle, ça a été la mise en relation entre entreprises qui ne se connaissaient pas, même si elles étaient situées sur le même territoire. Deuxième élément, et ça sera le mot de ma conclusion, enfin le dernier mot de mon intervention, il convient aussi d'aller vers ce que certains appellent une gestion territoriale des emplois et des compétences. On est bien dans une dynamique, effectivement, d'anticiper des besoins en matière de ressources humaines, donc la fameuse GPEC, mais là, on passe d'une GPEC à une GTEC, une gestion territoriale des emplois et des compétences qu'il conviendra, là aussi, de mettre en place.